on a bien deux camarades du pôle confédéral, du pôle économique confédéral. Donc, ils ont fait la gentillesse de se déplacer jusqu'à Poitiers pour venir nous parler. Donc, je vais vous présenter, je vais dire. Vas-y, commence. Jean-François Soulier, du pôle économique confédéral. Et bien, Mathieu Coq, responsable du pôle économique confédéral. Donc, des sommités qui viennent dans le Bah oui, au moins ça. Et donc, ils vont nous présenter donc, les éléments d'analyse de la CGT, des éléments graphiques à vous montrer. Je vais lancer la parole tout de suite. Puis, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Bah, allez, c'est parti. Je partage mon écran, ça te convient? Super. Bon, alors oui, on a fait une version un peu plus... bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas combien vous êtes à nous écouter, mais dans tous les cas, je vous dis bonjour. On a fait une version un peu plus resserrée parce qu'il est 18h, donc si on fait un truc qui dure plus de 2 heures, ça risque d'être difficile à mon avis. Mais oui, voilà, on va répondre à quelques questions et surtout soulever... on va essayer de faire en sorte qu'il y ait un petit peu moins de crainte à l'issue de cette présentation sur la dette publique et les éléments d'analyse que nous, on en fait à la CGT. Donc, je vais surtout me concentrer sur la dette Covid, parce que c'est bien ça qui est en jeu en ce moment. La dette leur a explosé. Du coup, il faudra absolument la rembourser. Mais la question, c'est comment. Voilà, donc je pense que c'est bien d'avoir les idées claires là-dessus. Pour commencer, peut-être savoir de quoi on parle quand on parle de déficit et de dette. Donc, le déficit, c'est pas difficile à comprendre, me semble-t-il. Chaque année, on a des dépenses publiques, d'accord, d'un côté, et puis de l'autre côté, des recettes publiques. Et donc, évidemment, quand les dépenses sont supérieures aux recettes, ben forcément, apparaît un besoin de financement, et c'est ça qu'on appelle le déficit public. Et puis la dette, ben, c'est la somme de tous les déficits du passé. Vous avez eu un déficit en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, etc. Vous faites le total de ça, d'accord, le stock, ça fait votre dette, c'est l'ensemble de ce qu'on doit collectivement, d'accord, à des créanciers. Toute la question, c'est de savoir qui sont ces créanciers. En tout cas, c'est une des questions et ça sera intéressant pour la suite. Le premier élément, c'est qu'est-ce que ça veut dire rembourser la dette publique? Alors, évidemment, quand on se dit que quand on est une entreprise ou un ménage, en particulier, on sait ce que ça veut dire puisque j'ai une dette, imaginons un crédit immobilier, j'emprunte 100 000 euros sur 20 ans, 20 ans après, je rembourse les 100 000 euros et puis, du coup, j'ai versé les intérêts qui correspondaient au taux que j'ai pu avoir. Pour un État, c'est un peu différent. C'est qu'un État, ça ne meurt jamais, ça ne disparaît jamais, ou en tout cas, sauf grande crise politique, ce qui évidemment peut arriver. Mais pour le coup, il y a peu de chances que l'État français disparaisse dans les 50 prochaines années, normalement, si tout se passe bien. Et en fait, la dette publique, elle est infinie, c'est-à-dire qu'elle est roulée à l'infini. Ça veut dire qu'en permanence, on emprunte certaines sommes. Imaginons qu'on emprunte 100 000 euros sur 10 ans à 2%. En fait, ce qu'on rembourse effectivement, c'est les 2% sur 10 ans. Et puis 10 ans plus tard, on rembourse le capital, les 100 000 euros. Mais que fait l'agence France Trésor, qui est chargée du coup d'émettre des titres de dette pour collecter des fonds? Concrètement, elle réemprunte 100 000 euros, ce qui fait qu'en vérité, la dette, elle est roulée à l'infini. Donc, en fait, le stock de dette ne devrait pas nous faire craindre grand-chose. Le plus important dans cette affaire, et je vais vous le montrer après, c'est les taux d'intérêt. C'est ça qui est absolument essentiel. Et donc, dans la période, on parle de la dette Covid. Alors, évidemment, la dette Covid, c'est une construction politique. Ça veut dire que c'est une partie de la dette qu'on choisit d'appeler dette Covid parce qu'elle correspond à la période de Covid. Mais en fait, elle n'a de particulier que parce qu'on lui donne un sens politique particulier. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la crise, vous le savez, j'imagine, puisque vous étiez là vous aussi, il y a une chute de l'activité économique, particulièrement vrai dans certains secteurs, bien sûr, hôtellerie, restauration, tourisme, etc. Ce qui fait que de manière générale, dans l'économie, il y a eu une baisse des recettes sociales, fiscales. On a collecté moins d'impôts sur les sociétés, on a collecté moins de TVA, on a collecté moins d'impôts sur le revenu, etc. Et puis, la chute de l'activité, ça veut dire que de l'autre côté, on a une hausse des dépenses. Par exemple, pour l'activité partielle longue durée, qui a été une grosse partie du dispositif. Ce qui fait que, même si les chiffres définitifs, évidemment, vont varier, on a quand même les ordres de grandeur. C'est à peu près 52 milliards qui sont portés par l'État, un peu plus de 35 qui sont portés par la sécurité sociale et 9 portés par l'UNEDIC, donc l'assurance chômage. Les principales dépenses, je vous l'ai dit, c'est activité partielle longue durée, donc le chômage partiel, longue durée, le fonds de solidarité pour les entreprises et les plans de relance. Il y a d'autres types de dépenses, les reports de cotisations, etc. Mais je ne rentre pas dans le détail pour ne pas être trop long dans cette présentation. Ce partage de temps, il est partage de temps. PowerPoint, c'est pas le partage de ton PowerPoint ordinateur, pas celle qui défile. Alors, attendez.
Ah oui, ça ne va pas, ça. On a un petit décalage entre son numéro. Ne bougez pas. On va arranger ça. Ça veut dire que c'est sûrement celle-là, alors. Ah, ça doit être mieux, là. Bon, si vous avez réussi à suivre avec ce que je disais, c'est que c'était relativement clair. Du moins, je l'espère. C'est bon? Super. Donc, voilà. Des dépenses supplémentaires, moins de recettes. À votre avis, qu'est-ce que ça fait si je reprends mon tableau initial, celui-là? Vous avez plus de dépenses ici, moins de recettes ici, bah nécessairement, le déficit augmente. Et ça donne ceci. Vous avez du coup les barres, vous voyez les barres en 2020, 2021, 2022, une explosion en rouge du déficit. Logique. Et forcément, puisque la dette, c'est la somme des déficits, et ben vous avez la petite marge d'escalier sur la courbe en noir à partir de 2020. Et bien ça, c'est l'augmentation de la dette. Et concrètement, voilà ce qui s'est passé. On est au troisième trimestre 2021 à 116% du PIB. Alors là, on se dit forcément, mais 116% du PIB, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? En fait, le niveau de la dette n'a pratiquement aucun intérêt. La dette publique du Japon rapportée au PIB, c'est plus de 260% de son PIB. Bizarrement, ça n'inquiète pas grand monde. Donc c'est bien que le niveau de la dette, c'est pas tellement ça qui compte, c'est déjà auprès de qui on est endetté, qui détient notre dette. Pour le Japon, c'est à 85% de résidents japonais et d'institutions financières résidentes essentiellement. Et l'autre élément, c'est le taux d'intérêt. C'est ça qui compte. C'est pas tellement combien on a de dette au total, c'est notre capacité à créer des richesses, de 1, et le taux d'intérêt, de 2. Donc là, sur le graphique que tu nous montres, le moment Covid, c'est le dernier échelon. C'est ça. Qui... C'est la petite marche, tu vois, en noir, là, sur le graphique, et ce qui correspond à l'augmentation de la dette, et du coup, le stock, l'augmentation de l'ensemble, du coup, des déficits passés. On voit bien en rouge l'explosion des déficits publics qui fait que la dette augmente. C'est mécanique, en fait. Hein. Plus de dépenses, moins de recettes, égale augmentation de dette. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est grave ou pas? Et en fait, pas vraiment. Mais bon, ça, on va y revenir après. Donc là, on pourrait se dire, le bon sens nous commande de diminuer les dépenses. J'ai fait plus de dépenses une année, il va bien falloir que j'en fasse moins par la suite, puisque du coup, il faut garder les comptes à l'équilibre, soi-disant. Mais en fait, en économie, il faut toujours se méfier du bon sens. Et une notion de base, c'est que les dépenses des uns sont les revenus des autres et vice-versa. Ça veut dire que si vous diminuez les dépenses publiques, vous allez diminuer les revenus du secteur privé. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Exemple, vous êtes Valérie Pécresse et vous annoncez, pour maintenir la stabilité des comptes publics, vous annoncez une diminution du nombre de fonctionnaires. Je crois qu'elle est rendue à 200 000 maintenant, c'est ça? Donc évidemment, alors voilà, on peut peut-être monter à 300 000, peut-être qu'elle annoncera le million, là on ne sait pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça, il faut bien avoir en tête concrètement ce que ça veut dire. Ça veut dire moins de personnel à l'hôpital, vous avez déjà vu l'état de l'hôpital public, moins de personnel dans l'éducation, vous avez déjà vu l'état aussi de nos établissements scolaires, moins de personnel, alors après on peut choisir, mais où est-ce qu'elle va faire des économies? Il y a déjà pratiquement, on a déjà fait tout ce qu'on a pu d'économies, les gouvernements successifs ont fait ce qu'ils ont pu pour supprimer le plus grand nombre de postes, notamment administratifs. Je me demande bien où elle trouvera sa capacité à diminuer le nombre de fonctionnaires. Bon, premier élément. On peut aussi diminuer les projets d'investissement public. Un exemple, un rond-point. Alors un rond-point, évidemment, c'est de la dépense publique. Mais en fait, pour faire le rond-point, il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent, des entreprises du privé, par exemple. Et donc, du coup, cette commande publique, cette dépense publique, ça fait des revenus pour les entreprises privées, qui après, en retour, vont payer les salariés, qui en retour paieront des cotisations, des impôts, etc. Donc, en fait, la dépense publique, ça stimule l'activité. Et à l'inverse, si on diminue la dépense publique, en fait, ça a un effet récessif, on aura moins d'activité, et ce qui fait qu'au final, ça aggrave le problème. Donc, en fait, l'effet immédiat de l'austérité, si on le faisait, c'est de retirer des revenus de l'économie. Moins de fonctionnaires, c'est moins de salaires de fonctionnaires, c'est moins de débouchés pour le secteur privé. Et donc, l'austérité, ça aggraverait la chute du PIB. Ça conduirait à une récession plus grave. On a essayé de le faire comme des apprentis sorciers en Grèce en 2015. On a connu une chute de 25% du PIB grec et une explosion de la dette rapportée au PIB, ce qui est logique. Un enfant pourrait comprendre ça. Vous dites à la Grèce, il va falloir rembourser plus, mais à une condition, c'est que tes revenus diminuent. Mais dites ça à n'importe quelle personne qui a un problème d'endettement. Vous lui dites, il va falloir que tu rembourses, mais attention, la condition, c'est que ton salaire diminue de 25%. Évidemment, la personne va dire, mais ça n'a aucun sens, jamais je pourrais rembourser si mes revenus diminuent. C'est exactement ce qu'on a fait avec l'austérité dans le pays. Et donc, chute de 25% du PIB, chute des pensions d'à peu près un tiers, chute du SMIC pratiquement d'un tiers aussi. C'était d'une violence sans nom. Bref, passons, c'est l'exemple extrême pour montrer à quel point c'est stupide. Voilà pourquoi l'austérité est l'idée la plus stupide dans la période et pourquoi, en fait,
elle n'est portée par pratiquement personne, à part à droite, avec différentes versions. Mais le gouvernement a fait quelque chose d'un peu plus subtil. Ce qu'a dit Bruno Le Maire, c'est à dette exceptionnelle, remboursement particulier. Voilà, on est dans une période particulière et l'idée centrale, c'est qu'il faut qu'on envoie un message au marché financier. On s'endette sur les marchés financiers, d'accord ? Il y a l'agence France Trésor qui dit maintenant j'ai besoin de temps et je vais chercher des créanciers. L'idée de Bruno Le Maire et du gouvernement, c'est de dire on va isoler cette partie de la dette et la traiter de manière spécifique. Ça paraît aussi être un peu du bon sens. Sauf que, derrière le bon sens, il y a évidemment des enjeux politiques très forts. Le mécanisme, c'est qu'on a transféré déjà une grosse partie de la dette à la CADES. Alors la CADES, qu'est-ce que c'est ? Derrière cet acronyme, il y a la Caisse d'amortissement de la dette sociale qui avait été créée en 1996 pour faire face à ce qui était perçu à l'époque comme une augmentation pour boucher le fameux trou de la Sécu qui ne sortait pas de nulle part, puisque c'est l'époque où on a commencé à faire des exonérations de cotisations sociales. Première réforme Fillon date de 92, et donc là, vous allez voir que ça, c'est un élément important de la discussion. Donc, en fait, on a déjà fait le choix, enfin, pas nous, mais en tout cas le gouvernement, de transférer en août 2020 136 milliards d'euros de dette publique à la CADES. En fait, c'est à ça que ça va conduire plus tard. Ça veut dire que mais c'est exactement ça. Le trou de la Sécu, concrètement, c'est qu'on décide chaque année de faire porter à la Sécu un certain nombre de dépenses, en disant, voilà, c'est les caisses de Sécu qui vont le porter. Donc forcément, quand vous diminuez les capacités de la Sécu à avoir des recettes et que vous augmentez artificiellement, pratiquement, du coup, ces dépenses, forcément, vous avez un déficit des comptes de la Sécu qui sont plus grands. Mais ça aussi, c'est un autre gros problème dont on pourrait parler très longuement. Mais l'élément central, c'est que la CADES, donc ce fameux dispositif, pour que tout le monde comprenne, vous regarderez votre fiche de paye, il y a un truc qui s'appelle la CRDS, contribution à la réduction de la dette sociale. C'est avec ça qu'on rembourse la CADES et une partie de la CSG, contribution sociale généralisée. Ça devait disparaître en 2033. Donc, concrètement, notre salaire net devait augmenter, normalement. Ce n'est pas vraiment ce qui va se passer, puisque ça devait disparaître en 2024, mais ça va être prolongé jusqu'en 2033. Ce qui veut dire qu'on a fait le choix, encore une fois le gouvernement, de faire porter le poids de la crise sur tous les ménages. Peu importe s'ils ont gagné pendant la crise, s'ils ont perdu, s'ils ont plus de bout, si leur salaire a stagné, etc., etc. Non. Par décret. Il y a des choses qui vont vite. La baisse des impôts de production de 10 milliards d'euros, ça a pris quoi ? Un mois. Et en fait, pour donner une idée à tout le monde, 10 milliards d'euros, on peut doubler le RSA pratiquement avec ça. C'est des choix politiques qui sont très forts, mais qui vont toujours dans le même sens. Moins d'impôts pour les entreprises, moins de cotisations sociales pour les entreprises. Et là, on a un souci. Alors, pourquoi est-ce que c'est injustifiable et injuste ? Le premier élément, si vous avez bien compris ce que j'ai dit avant, c'est que l'État a la capacité de faire rouler infiniment sa dette. Et surtout, en fait, d'étendre les paiements. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui s'endetter à 50 ans à des taux extrêmement faibles. Donc, la question, c'est pourquoi on ne choisit pas de faire ça ? Et du coup, là, on va se forcer à rembourser en une dizaine d'années ces 136 milliards d'euros au lieu de l'étaler dans le temps. Vous voyez ? Là, il y a quelque chose qui n'a pas de sens du point de vue économique, puisqu'on peut l'étaler. Pourquoi ne pas le faire ? Mais évidemment. Et puis surtout que ça permet des dépenses supplémentaires, etc. Mais le choix politique est celui-là. Pourquoi est-ce qu'on ne profite pas de la faiblesse des taux d'intérêt pour l'instant ? Là aussi, c'est un peu curieux, puisqu'on va se forcer à le rembourser très vite. Et pourquoi c'est injuste ? Tous les ménages sont concernés, gagnants comme perdants de la crise, et on verra qu'il y a quelques grands gagnants de cette crise. Donc évidemment que c'est un enjeu de classe sociale, ça. La question de la dette publique, c'est toujours un enjeu de classe sociale. Qui concrètement rembourse ? Qui concrètement paye ? Et paye à qui ? Parce qu'évidemment, là, on s'est endetté, et on a beaucoup de créanciers aussi qui sont chez nous, et notamment les institutions bancaires et financières, et puis des particuliers qui ont de la dette publique dans leur portefeuille. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Alors ça, c'est l'analyse qu'on peut en faire. Moi, je crois que Bruno Le Maire a une crainte, panique, d'une brèche idéologique. C'est-à-dire qu'on puisse se dire qu'il y a une prise de conscience globale que finalement, quand on veut, on peut. C'est-à-dire que si on veut financer quelque chose, on en a la capacité, sans que ça crée de problèmes majeurs, et que si on veut faire autrement, on peut. Ça veut dire que finalement, la contrainte qu'on s'impose politiquement sur la dépense publique n'est pas fondée. Et ça, c'est d'autant plus vrai que, je vais vous montrer quelques chiffres ensuite sur les aides publiques aux entreprises, sur le plan de relance, etc. Quand on a voulu mettre des milliards sur la table, ça a été fait. Donc c'est bien que finalement, le dogme de « on n'a pas les moyens » a disparu. Et ça inquiète beaucoup Bruno Le Maire. Ça veut dire qu'il faut absolument revenir au dogme précédent qui est « on n'a jamais les moyens de rien faire et on ne peut pas faire de dépenses publiques ». Donc si on a les moyens, c'est-à-dire qu'on peut avoir un hôpital qui s'améliore, qui se modernise, on peut mettre tous les contractuels en
subir tout de suite parce qu'on peut pérenniser leur emploi, ça vaut plein de force. C'est des choix politiques qui impliquent un niveau de rapport de force. En fait, dire qu'on a les moyens, ça ne veut pas dire qu'il y a, par magie, une capacité à faire quelque chose. Ça veut dire qu'on peut organiser différemment l'économie, qu'on peut faire des choix de politique économique différents. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il y a une caisse dans laquelle on pourrait piocher pour distribuer de l'argent à tout le monde. Ça veut dire que la façon dont on crée et répartit les richesses peut être différente. Et c'est ça tout l'enjeu. Ce qu'on porte à la CGT, ça n'a jamais été de dire on va distribuer magiquement de l'argent. C'est de dire qu'on va utiliser la question des dépenses publiques comme un levier pour porter notre projet CGT. Projet industriel, pour les transports, pour l'énergie, évidemment pour l'hôpital, etc. Qu'on est en capacité de faire fonctionner différemment notre modèle économique. Je pense que c'est ça l'élément fondamental à avoir en tête. Et le deuxième élément, pourquoi est-ce qu'on a décidé de cantonner cette dette ? C'est la crainte réelle ou supposée que les taux d'intérêt finissent par remonter. En fait, on verra que les taux d'intérêt, ils n'ont pas de raison de remonter tout de suite, puisqu'en fait, ils sont largement administrés par la Banque centrale. Gardez ça dans le coin de votre tête, mais l'idée profonde, c'est que de toute façon, on est effectivement encore aujourd'hui dépendant au marché financier pour le financement de notre dette publique. Donc, les conséquences concrètes du cantonnement de la dette, que tout le monde comprenne bien ça. C'est pas, on se dit, bon, c'est mis dans une caisse particulière, la CADES, on ne comprend pas très bien ce que ça fait. Ça veut dire que concrètement, tous les ans, on va devoir rembourser 11 milliards d'euros de plus jusqu'à 2033. Ça, c'est très concret. Donc là, il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit on trouve un moyen d'augmenter les recettes, soit on baisse les dépenses. Et le choix du gouvernement, c'est quoi ? Il refuse d'augmenter les impôts. Il fait même l'inverse. Il diminue les impôts sur les plus aisés et il diminue les impôts sur le capital. Et donc, du coup, il reste quoi comme levier ? Il ne reste plus qu'une forme plus ou moins douce d'austérité. On va dire, puisqu'on a 11 milliards de plus à rembourser par an, il va falloir moins de dépenses pour la santé, moins de dépenses pour l'éducation. On n'a plus les moyens. Vous voyez ? En fait, ce que ça fait, c'est que ça permet de remettre sur le tapis cette idée qu'on n'a pas les moyens. Ça crée en fait un faux sentiment d'obligation. Exactement. On a créé cette obligation par nous-mêmes. Exactement. C'est ça. Et alors, en fait, il ne faut pas croire que dire que cette obligation n'a pas de sens, c'est que du coup, on n'aura jamais aucune obligation. Si on fait de la dépense publique pour rien, c'est-à-dire que vous déversez, je ne sais pas moi, vous donnez 3 milliards aux plus aisés, ça n'aura pas les conséquences économiques qu'on souhaite. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la dépense publique. Ce n'est pas de faire de la dépense publique pour le plaisir d'en faire. Et là, tout l'enjeu, c'est de savoir ce qu'on fait de l'argent public. Et on verra que ça, c'est un point important par la suite. Mais le fait qu'on ait choisi le cantonnement, c'est un élément extrêmement fort dans le rapport de force. C'est un élément de chantage très fort pour la fonction publique. Le point est gelé, désolé, mais il va rester gelé longtemps puisqu'on n'a pas les moyens. C'est une arme redoutable aussi pour justifier de nouvelles réformes. Ça, la Grèce, on sait quelque chose, puisque pour sauver leur système financier, bancaire, même de manière plus générale, pour les aider, je mets des grosses guillemets, la Grèce a dû accepter un ensemble de réformes structurelles extrêmement violentes, en libéralisant le marché du travail, en diminuant le salaire minimum, etc., etc. Donc ça permet de justifier la réforme du chômage, de l'assurance chômage, et bien sûr la future réforme des retraites, dont on sait que ce sera la première à revenir si jamais en 2022 les élections nous conduisent vers une continuité politique, pour le dire ainsi. Et donc forcément, on comprend bien que dans la tête de beaucoup de gens, la dette, il faudra bien la rembourser, c'est ça l'idée. Il faudra bien trouver un moyen de la rembourser. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut déconstruire petit à petit. Justement, le remboursement des milliards qui ont été impliqués, et qui dit que c'est la Banque centrale qui produit l'argent et qui produit ses fonds, et qui suppose comment on rembourse. Et comme tu dis, en fait, la dette d'un pays, c'est une somme qui n'est jamais remboursable. En fait, qui est tout le temps roulée. Et la seule chose qui compte, c'est à quel taux on emprunte, et deux, quelle richesse on est capable de créer. C'est pour ça que quand je dis la question de la dépense publique, c'est notre capacité à créer des richesses. C'est-à-dire que si on crée plus de richesses, vous comprenez bien que du coup, le remboursement est plus aisé. Et l'autre élément aussi, c'est qu'on a des marges de manœuvre fiscales. Donc, toute la question, c'est de savoir qui va porter le poids et comment on le répartit. Le choix du gouvernement, c'est que nous allons tous payer, quel que soit notre niveau de rémunération, quel que soit notre patrimoine. Donc, il y a un enjeu de répartition, concrètement, et de classe sociale ici. On peut faire d'autres choix. On peut décider que l'effort, on fera peser l'effort autrement. Et c'est un peu ce que j'essaie de montrer là. Il y a un choix qui est fait de faire payer le prix de la crise à tous les travailleurs, dont ceux qui ne sont jamais arrêtés, qui sont en première ligne, qui ont fait la restauration. Surtout eux. Donc, eux, ils vont payer deux fois. Complètement. Ça veut dire que je pense au personnel soignant applaudi aux fenêtres pendant le premier confinement. Ils vont simplement avoir le droit d'avoir pas grand-chose de plus, si ce n'est des bouts de Ségur, de la santé, et encore, et pas tous, et pas toutes, ça c'est sûr.
mais ils auront surtout le droit en fait, de payer pour les conséquences de la crise, sachant que la crise a fait des gagnants. Et donc, c'est ça l'élément central. Si encore il y avait eu des perdants, on pourrait discuter de comment on répartit, mais il y a eu des gagnants. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne concentre pas l'effort sur ceux qui ont gagné? Ça, à mon avis, ça va être compliqué pour le gouvernement d'y répondre concrètement une fois qu'on leur mettra sous le nez quelques éléments. Donc, il y a 3 arguments CGT centraux. Évidemment, il y en a beaucoup plus, mais vu qu'on n'a pas non plus 3 heures, le premier élément, c'est qu'il n'y a aucun problème pour financer nos dépenses. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien à rembourser. Si on voulait aujourd'hui, il n'y a pas besoin de rembourser. Qu'est-ce que ça change qu'on soit à 116% si nos conditions d'emprunt aujourd'hui pour nos dépenses futures, qui créeront de la richesse future, ne coûtent rien? Et c'est le cas. Et il va falloir expliquer ça, parce que ce n'est pas facile à comprendre pour, à mon avis, quand on n'est pas économiste, ou de manière générale, quand on nous répète tous les jours qu'il faudra bien rembourser. Jamais on ne vous a demandé, dites-vous ça, de rembourser la dette publique de l'époque de vos grands-parents et de vos parents. Personne n'est venu taper à votre porte en disant, au fait, vous avez oublié, mais aujourd'hui, c'est le jour où vous devez rembourser la dette d'avant. En fait, si on emprunte, c'est pour quelque chose. C'est que ça crée de la richesse supplémentaire. Donc, ça limite, je ne sais pas, une récession, etc. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter à ce niveau-là. Le deuxième point fondamental pour la CGT, c'est qu'il faut s'attaquer au coût du capital. J'expliquerai ce que c'est. Et il faut surtout poser la question de ce qu'on fait de l'argent public, les aides publiques aux entreprises et surtout les fonds qu'on verse directement ou indirectement aux plus aisés de ce pays. Et puis on a notre horizon revendicatif à la CGT, qui est le pôle financier public. Et ça, je conclurai là-dessus. C'est sûrement l'idée la plus puissante, la plus ambitieuse, mais qui est aussi la plus crédible, puisqu'elle s'assoit sur des expériences du passé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sort comme ça du cerveau des gens de la CGT, c'est quelque chose qui est assis sur des choses très concrètes. Premier argument, il n'y a aucun problème de financement à court terme. Ça, c'est un paradoxe, mais il faut l'avoir en tête. Le niveau de la dette, est-ce qu'on est à 100%? Est-ce qu'on est à 120%? Ça n'a aucun intérêt. Le Japon, je vous le dis, ils sont à 260%. La seule question, c'est est-ce qu'on est capable de produire des richesses dans ce pays? Oui, enfin, si on se donne les moyens, si on cesse de détruire les services publics, si on cesse de détruire l'université, si on cesse de détruire les collectifs de travail, on a sans doute moyen de créer beaucoup plus et beaucoup plus intelligemment les richesses. Et deuxièmement, c'est quoi les taux d'intérêt? À combien on emprunte? C'est-à-dire que si on décide de dépenser 100 milliards demain, pour une raison X ou Y, et je peux vous assurer que pour les grands projets industriels dont on aura besoin pour demain, il faudra de l'argent, c'est à combien on s'endette? Dans les années 90, on s'endettait environ, à 10 ans, à peu près à 9%. Est-ce que tu sais combien on s'endette aujourd'hui, à 10 ans? 0. C'est ça qui est concret. Aujourd'hui, quand on emprunte à 0 à 10 ans. Il n'y a pas, en fait, on ne paye rien en intérêt. Donc, ce n'est évidemment pas le taux d'intérêt qui va nous poser problème. Et c'est ça l'élément central. Regardez ça. Ça, c'est un graphique que j'ai piqué dans les Échos, enfin que j'ai piqué, en tout cas qui vient dans les Échos, il faudra que je le mette dans la source d'ailleurs, et qui vient des données de l'INSEE tout simplement. En rouge, vous avez l'évolution de la dette publique. En fait, c'est évidemment plus que ça aujourd'hui, puisque ça court, c'est avant 2020, mais peu importe, l'idée est la même, et puis surtout la trajectoire est la même aussi. Regardez en noir, c'est les intérêts payés en pourcentage du PIB, en pourcentage de la richesse qu'on crée. Vous voyez que depuis les années 90, on est en chute croissante du niveau des taux d'intérêt. Taux d'intérêt faible, ça veut dire, n'importe qui peut le comprendre, si vous avez déjà fait un emprunt, ça coûte moins cher de s'endetter. Donc ça coûte moins cher de financer ce qu'on veut financer. Ça veut dire, pour simplifier encore plus, les administrations publiques en France sont dans une meilleure situation financière aujourd'hui que dans les années 90. C'est ça le paradoxe. C'est un peu la même chose dans un ménage. Dans une banque, quand on change de banque, évidemment, la banque propose renégocier un emprunt. Exactement, c'est la même logique. Alors après, l'agence France Trésor le fait, c'est beaucoup plus technique, mais l'idée centrale, c'est celle-là. Mais mettez-vous dans la place d'une entreprise. Jamais on se demande si une entreprise est trop endettée, etc., alors que pour le coup, elles le sont. Les grandes entreprises sont très endettées. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'elles vont en faire de l'argent? Et surtout, à quel taux elles peuvent emprunter? Est-ce que leur situation est stable? Est-ce qu'elle est solvable? Et puis, la grande différence entre une entreprise et l'État, c'est que jusqu'à preuve du contraire, une entreprise ne peut pas prélever d'impôts. Donc, elle ne peut pas décider aujourd'hui du niveau de ses ressources tout de suite. Un État peut le faire, ça. Et on verra que, par exemple, on pourrait décider de prélever beaucoup plus d'impôts sur ceux qui ont déjà pratiquement tout. Ça, c'est des choix politiques. Mais je reste ici. En moins de 10 ans, la charge de la dette, donc le poids, ce qu'on paye effectivement tous les ans en taux d'intérêt, a été divisé par 2 en pourcentage du PIB. Ça veut dire que s'endetter coûte moins cher aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a les moyens. Comment est-ce qu'on l'explique? Eh bien, comme ça.
Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le taux d'intérêt, ce qu'on appelle l'emprunt phare, c'est-à-dire l'emprunt à 10 ans. Donc, en fait, l'État peut emprunter à 10 ans, à 20 ans, à 30, à 50 ans. Je crois même qu'il y a eu des bons du Trésor qui ont été émis jusqu'à 80 ans, je crois que c'est en Allemagne. Vous voyez qu'on peut s'endetter sur du très long terme. Regardez dans les années 90, à peu près 8% de taux d'intérêt. Et vous voyez l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on gravite autour de 0. Alors, on est en train de remonter aux alentours de 0,5 à 10 ans, mais ce qui veut dire que ça reste toujours extrêmement faible. Il n'y a aucune contrainte sur la dépense publique à court terme. Si on veut financer, on peut. Il y a même eu des taux négatifs, c'est ça? Eh oui. On nous donne de l'argent pour emprunter. Ben, c'est complètement ça. Alors, comment c'est possible, ça? Déjà, pourquoi est-ce que les taux d'intérêt sont faibles? Il y a des causes structurelles, je ne reviens pas à ça, on pourrait les discuter, mais surtout, c'est lié à l'action de la Banque centrale. Je crois qu'il y a quelqu'un qui discutait dans le chat tout à l'heure de la Banque centrale. Qu'est-ce qu'elle fait? On parle de quantitative easing. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot barbare? Ça veut dire que la Banque centrale, elle achète massivement des titres de dette, notamment publics. Donc, aujourd'hui, la Banque centrale européenne détient pratiquement 20%, un peu plus de 20% même, des dettes publiques au niveau de la zone euro. Ça veut dire quoi concrètement ça? Ça veut dire qu'une grosse partie de notre dette est détenue par une institution publique. Vous commencez à voir le chemin là, vers lequel je vais aller? Ça veut dire que l'État doit de l'argent à une autre institution publique. L'État de l'argent à l'État. Mais en fait, non, parce que la Banque centrale, elle est indépendante. Mais ça peut être changé politiquement. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne doit pas de l'argent à n'importe qui. On doit de l'argent à une institution qui est capable de créer de la monnaie. Et donc, du coup, en fait, de racheter autant de dettes publiques qu'elle veut. Ça, c'est un paradoxe. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas évident à comprendre, je pense, mais c'est comme ça que ça marche. Quand on dit que la Banque centrale fait tourner la planche à billets, en fait, elle crée de la monnaie pour acheter massivement de la dette publique, comme privée d'ailleurs. Ça, c'est un autre enjeu. Mais tout ça, ça contribue à faire diminuer les taux d'intérêt. L'idée, c'est que la Banque centrale, elle garantit pratiquement, d'ailleurs même pas pratiquement, elle garantit qu'elle achètera, si besoin, toute la dette publique nécessaire. Ça veut dire qu'il n'y a aucune chance que la dette publique ait un coût exorbitant si la Banque centrale continue à l'acheter. Ça veut dire qu'on peut largement dépenser si on a besoin. Ça veut dire qu'il y a aucune chance que des créanciers qui viennent Ah non. En tout cas, si elle le fait, ça va faire une crise majeure politique. Voilà, ça c'est à mon avis un élément important à avoir en tête. Et surtout, les banques, en fait, elles sont obligées de détenir de la dette publique. Ça, c'est on appelle ça la réglementation prudentielle, peu importe. Mais du coup, les banques privées doivent détenir ce qui est considéré comme le plus sûr, c'est-à-dire la dette publique allemande et française, par exemple. Alors, comment est-ce que c'est possible qu'il y ait des taux d'intérêt qui soient en dessous de 0? On se dit, mais pourquoi est-ce qu'une banque viendrait prêter à l'État en perdant de l'argent? Ça n'a pas grand sens, ça. Et pourtant, l'idée, c'est au moins 3 facteurs. Bon, c'est peut-être même trop compliqué, mais le premier élément, c'est la recherche de sécurité. Vous êtes un investisseur, avec des grosses guillemets. Bon, vous êtes des fonds, vous spéculez à droite à gauche, vous êtes en quête de sécurité. Et bien, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, puisque l'État rembourse toujours, je préfère payer aujourd'hui, je préfère prêter 1 000 € à l'État en ayant la certitude que dans 10 ans, je retrouve 990, plutôt que de le mettre ailleurs en n'ayant pas la certitude que je vais retrouver mes fonds. Donc, en fait, dans leur stratégie, les investisseurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils arbitrent entre eux. Soit je place sur des choses, sûres, comme la dette publique, soit je place en actions, j'achète des actions, etc. Donc, évidemment, ça, c'est l'élément essentiel. L'autre élément, je l'ai déjà dit, c'est l'obligation légale des banques. On leur dit, vous devez détenir de la dette publique. Et du coup, même si ça ne rapporte rien, même si ça coûte de l'argent, elles n'ont pas le choix que de l'acheter, même à des taux d'intérêt inférieurs à 0. Et puis, c'est peut-être aussi l'idée que le risque perçu est tellement faible que tout le monde se bat pour en acheter et que du coup, l'État est capable de proposer des taux inférieurs à 0, tellement il y a une quête de la sécurité. Donc, à retenir là-dessus, le niveau de la dette est sans importance. On s'en fiche de ça. Ce qui compte, c'est les taux d'intérêt et ils sont historiquement faibles et ils vont le rester du fait de l'action de la Banque centrale. Rien en termes de soutenabilité, d'accord, c'est-à-dire qu'on sait que notre dette elle est soutenable, il n'y a pas de problème dans les années à venir, nous empêche de dépenser, au contraire. Dépenser, c'est aussi préparer l'avenir. Je crois que c'est un truc qu'on a oublié de dire, mais quand on s'endette, on ne laisse pas un fardeau aux générations futures. Si je m'endette pour créer des universités, ce que je laisse à mes enfants, c'est des universités. Ce n'est pas de la dette. J'ai créé quelque chose de plus. Si je m'endette pour créer des services de soins de meilleure qualité, des hôpitaux, ce que je laisse à mes enfants, c'est un hôpital. Le problème d'aujourd'hui, qui est vraiment très important, c'est qu'on s'endette pour financer les dépenses publiques, notamment des aides publiques aux entreprises qui ne servent à rien, et pour financer des cadeaux fiscaux aux plus aisés. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait de la dépense publique. Mais bon, au moins, retenons ça pour l'instant. Rien ne nous empêche d'embaucher,
Rien ne nous empêche d'étendre les services publics, d'organiser des pôles publics, par exemple du transport, de l'énergie. Et de toute manière, pour faire face à la crise environnementale qui est en face de nous, on aura besoin de dépenses publiques. Énormément de dépenses publiques. On aura besoin de les financer. Et on voit que ça ne coûte pas cher. Que font nos gouvernements? Ils ne préparent pas l'avenir, en fait. On est dans le statu quo, on ne prépare pas la suite, on sait qu'on va avoir besoin, du point de vue énergétique, du point de vue, je ne sais pas moi, de la rénovation thermique des bâtiments, dans les transports de changements majeurs. Si vous venez de zone rurale, vous savez très bien qu'à part la voiture, on ne peut rien faire aujourd'hui. Il va falloir changer ça aussi. Et ça demande en fait une planification et de la dépense publique massive. Donc, on peut préparer l'avenir, mais on ne le fait pas. Ça, c'est un choix politique. Ils l'assumeront, malheureusement. C'est nous qui allons devoir l'assumer collectivement, puisque l'incurie de ces gouvernements n'est plus à démontrer. Le deuxième argument, une fois qu'on a dit que si on voulait, on pouvait, c'est qu'on peut faire beaucoup plus. On peut s'attaquer au coût du capital. Bruno Le Maire a dit, alors c'était il y a un petit peu de temps maintenant sur France Inter, je refuse d'augmenter les impôts des Français. Quand un responsable politique vous dit ça, en général, c'est qu'il veut dire je refuse d'augmenter les impôts des plus riches. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. C'est à peu près toujours la même chose. Et pourtant, il y a des marges de manœuvre fiscales qui sont énormes. La crainte de Bruno Le Maire, il n'a pas totalement tort, évidemment, il a un esprit politique, ce monsieur, c'est de dire, si aujourd'hui je crée un impôt exceptionnel sur les plus riches, mais vous comprenez bien qu'il ne sera jamais exceptionnel et que la population va vouloir le garder. Évidemment, on n'est pas stupide. Si on arrive à reprendre de l'argent à ceux qui ont déjà tout pour le partager entre nous, évidemment qu'on va le faire et qu'on va le garder. Donc il sait très bien que ce qui est gagné par le travail, il l'est pour très longtemps. Mais de la même façon que ce qui est gagné par le capital, comme le crédit impôt compétitivité d'emploi, comme les exonérations de cotisations, malheureusement, c'est aussi gagné pour très longtemps. Donc, l'effet, c'est quoi? Les plus riches de ce pays vont très, très bien. Et les grosses entreprises aussi. On est sur un record mondial de dividendes. En fait, c'est encore plus que ça. Cet article-là, il date un petit peu. On est à plus de 2000 milliards d'euros de dividendes versés dans le monde. Pour donner un ordre de grandeur, la richesse créée en une année en France, c'est à peu près 2500 milliards d'euros. Juste pour expliquer, un dividende, c'est des bénéfices que l'entreprise fait et qu'elle redonne à ses actionnaires. Exactement. C'est la partie des bénéfices qui revient aux actionnaires. C'est voté en conseil d'administration. Voilà, ils se partagent une partie des profits. C'est tous les profits qui ne vont pas ni en trésorerie ni en investissement. Je caricature, c'est plus compliqué que ça, mais ils vont dans la poche des actionnaires. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, du coup, regardez en France, on est en train de battre des records de dividendes et de rachats d'actions en 2021. C'est du jamais vu. Ça veut dire qu'en fait, ceux qui ne payent pas la crise, c'est sûr au contraire, mais qui se payent tout court, c'est ceux qui ont déjà tout. Ils n'ont pas connu la crise. Et ça, c'est quand même un scandale majeur. Vous imaginez? Toutes celles et ceux qui étaient en première ligne pendant toute la crise, qui sont en épuisement professionnel de l'hôpital, qui font tenir les services publics à bout de bras, qui font tenir leur entreprise à bout de bras quand ils travaillent. Je pense, je ne sais pas moi, dans la restauration, je pense dans les services de propreté, etc. Rien, parce qu'il n'y a pas les moyens. Par contre, du côté des plus aisés, de ceux qui détiennent le capital, c'est la fête, quoi. Et alors, il faut bien imaginer ce que ça représente. 12 milliards de dividendes aux actionnaires de L'Oréal. D'accord? C'est autant que le budget annuel du RSA, Revenu de solidarité active. Vous imaginez ce que ça représente? L'ensemble des gens qui touchent le RSA touchent les actionnaires de L'Oréal. C'est ça. Après, tous les actionnaires de L'Oréal ne sont pas français. C'est ça évidemment le caractère complexe de la chose. Tous les actionnaires de L'Oréal ne sont pas au RSA. Ah ben là, ça, c'est sûr et certain qu'ils ne sont pas au RSA. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Bernard Arnault, 1,4 milliard de dividendes en 2019. Alors ça, c'était évidemment avant la crise, mais c'est pour donner un ordre de grandeur. Avec ça, on pourra recruter 50 000 fonctionnaires à l'hôpital. Et je peux vous assurer que, si vous connaissez des gens qui travaillent à l'hôpital, il y en a bien besoin. 50 000 fonctionnaires, c'est-à-dire que Au salaire moyen, oui. c'est-à-dire que ce qui va toucher en argent les actions, le salaire de 50 000 personnes. Annuel, ouais. C'est beaucoup d'argent. Ça, c'est 5 fois ma ville en habitants qui vivent, qui consomment, qui produisent, qui créent, qui font du lien social. Voilà. Donc, Qui rentrent dans les poches de Bernard Arnault. Eh oui. Mais c'est ça, en fait, la question des choix concrets de gestion dans les entreprises. Et surtout, c'est ça, en fait, le coût du capital. C'est comment est-ce qu'on accepte que notre travail, toutes les richesses qu'on produit, une part si importante, aille dans les poches de ceux qui ont déjà tout. C'est ça que je trouve merveilleux, quoi. Et que, du coup, qui ne permettent pas de financer nos services publics, qui ne permettent pas de les développer, etc. Les frères Wertheimer, 2,9 milliards en 2017. Avec ça, on peut acheter tous les logements d'une ville comme Pornic, en Loire-Atlantique. Allez visiter, c'est très joli. Les familles Pinault, Bettencourt, Wertheimer en 2019, c'est 4,3 milliards de dividendes. L'ONDAM, alors l'ONDAM, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, c'est en fait l'organisation de l'austérité.
il ne faut pas qu'on dépense plus que tant. C'était 4 milliards d'économies prévues en 2019. Vous voyez un peu le truc? On fait des économies sur le dos des patients, et du coup, en pressurant évidemment les travailleurs et les travailleurs de l'hôpital, et de l'autre côté, on verse le même montant en dividendes. L'économie dans le long terme, c'est fermer les listes, c'est supprimer Exactement. Le choix de supprimer. C'est l'organisation technique de l'austérité à l'hôpital. En fait, vous n'avez pas besoin de privatiser l'hôpital. Hein. Une fois que vous l'organisez comme une entreprise, vous pressurez les gens qui travaillent dedans, que vous les payez mal, et que la qualité des soins se fait pâtir, on le privatise de l'intérieur. Question de camarade qui dit que les banques annoncent des taux d'emprunt en hausse avec l'inflation actuelle. Ah bah ça, c'est, oui, mais ça, c'est les taux d'emprunt pour les créanciers, pour les particuliers, pour nous. Hein. D'accord. Pour les États, c'est un peu différent. Pour les consommateurs, on va avoir des emprunts qui augmentent parce que l'inflation existe, mais ça n'a rien à voir avec. C'est lié, en fait, évidemment que les taux d'emprunt de l'État vont aussi remonter, mais progressivement. Et ça va aussi dépendre de ce que fait la Banque centrale. Il y a une histoire de si l'inflation augmente, que doit faire la Banque centrale? Est-ce qu'elle doit relever les taux pour calmer l'inflation ou pas? Et en fait, ça c'est une autre question. Est-ce que l'inflation c'est grave? En fait, nous, ce qu'on dit tout le temps, c'est que l'inflation c'est pas grave en tant que tel. Le problème, c'est que nos salaires ne suivent pas. Parce qu'en fait, un peu d'inflation en plus, c'est ça justement qui réduit le poids de la dette. Alors, je ne voulais pas rentrer là-dedans, mais je vais quand même le dire. Si on s'endette 1 000 €, d'accord? Vous remboursez 1 000 € tous les ans quand vous êtes, je prends un exemple fictif, l'État français. Vous êtes d'accord que ce qu'on rembourse tous les ans en euros, c'est bien 1 000, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la valeur nominale. Peu importe, mais c'est bien 1 000 € tous les ans. Si la richesse du pays augmente, d'accord? Vous êtes d'accord qu'à mesure que vous remboursez, le poids de ce qu'on paye, d'accord, en euros est moins important. S'il y a de l'inflation, c'est ça en fait qui se passe aussi. S'il y a une augmentation des prix, ça veut dire que le poids réel de ce qu'on doit rembourser tous les ans, d'accord, les 1 000 € valent de moins en moins cher au fil des années. Ça réduit le poids de la dette. C'est exactement ce qui s'est passé entre 1945 et 1975. On avait des entreprises publiques, on avait l'énergie qui était publique, on avait la poste qui était publique largement. On se dirigeait vers un niveau de dette qui était de 0, alors même que les salaires augmentaient. C'est aussi parce que les salaires augmentaient qu'il y avait, enfin en tout cas les deux étaient liés, une inflation relativement plus importante. Le vrai enjeu, ce n'est pas de faire diminuer l'inflation, c'est de faire augmenter très fortement les salaires. Parce que les salaires et les pensions soient à minimum au même niveau que l'inflation. Et même qu'ils aillent encore plus vite, c'est une très bonne nouvelle ça. Évidemment, il y aura des perdants là-dedans. Si les salaires augmentent, qu'est-ce qui perd dans la vie? Ben, c'est les profits. C'est exactement ce qu'on a montré avant. Et c'est ça en fait l'enjeu du rapport de force. C'est que nous, ça suive l'inflation, même si ça le dépasse, que la part des salaires dans la valeur ajoutée devienne plus importante. Si on prend même un niveau pas très élevé, en la moyenne des années 70, s'il y avait la même répartition entre travail et capital, d'accord, on aurait chacun et chacune en moyenne 300 € bruts de plus par mois. Donc c'est pas rien. Et oui, donc on voit bien que c'est ça aussi l'enjeu majeur du rapport de force. 300 € brut, c'est grosso modo le. 150 € net, à peu près, un peu plus, 180 même. À peu près le SMIC, on n'arrêtera pas en équation de la CGT, grosso modo. Ah, pas encore. Parce que non, on veut dire qu'un SMIC à 2 000 € brut, ce qui implique un niveau de rapport de force encore plus élevé, mais on s'en approche en tout cas. Non, en brut, on est à 1006, c'est ça? Bah, si oui, on s'en approche. Donc, comme quoi, c'est pas irréaliste. La richesse des plus riches, c'est jamais mauvais de le rappeler, ça vient de notre travail. Sans notre travail, il n'y a pas de riche, ça n'existe pas. C'est très simple. Vous mettez un riche dans un coin et vous lui dites, voilà ton patrimoine, s'il ne le met pas en mouvement par notre travail, il ne se passe rien. Bon. Ce qui s'est passé pendant la crise, c'est que justement, il y a eu une forte hausse de l'épargne concentrée sur les plus hauts revenus. Les 20% les plus riches sont responsables de 70% de la hausse de l'épargne. En fait, on voit que de l'autre côté, d'accord, des revenus, les revenus les plus faibles, il y a plutôt une hausse de l'endettement. Ce n'est pas qu'ils se sont endettés plus, c'est qu'en fait, leurs revenus ont diminué. Donc là, c'est l'inverse. Quand votre crédit est de 500 € tous les mois, et que votre revenu passe soit à cause de l'activité partielle, longue durée, soit à cause d'une perte d'emploi, soit à cause de je ne sais quoi, de 1000 à 800, vous voyez bien que la part de votre crédit dans vos revenus augmente. C'est ça qui s'est passé. Et donc, on pourrait très bien imaginer, si on veut prendre Bruno Le Maire à son propre piège, une CRDC, en réponse à la CRDS, là. Contribution à la réduction de la dette Covid, mais à notre sauce. Ça veut dire qu'on ferait une contribution centrée sur les plus hauts revenus et patrimoine. On dirait, maintenant, c'est celles et ceux qui ont gagné, qui ont vu leur patrimoine gonfler, c'est à eux de payer pour notre crise collective. Il n'y a pas de raison qu'on partage ça entre nous. Ça, c'est une des réponses. Et donc, évidemment, l'enjeu dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est celui du partage de la valeur ajoutée, donc de la richesse qu'on crée entre le salaire, le travail et le capital. Du côté des entreprises, ça va très bien aussi.
Ça, c'est le taux de marge. Alors, le taux de marge, qu'est-ce que c'est? C'est les profits, je caricature, rapportés à la valeur ajoutée, donc à la richesse qui est créée. On a une explosion du taux de marge, regardez, en 2020, en plein cœur de la crise. Là où tout le monde dit que c'est compliqué, qu'on n'arrive pas à travailler, qu'on n'a pas d'utilité. Si on écoutait les gouvernements, les entreprises étaient au bord de la faillite, le monde économique allait s'effondrer. Et pourtant, ce qui est vrai pour tout un tas d'activités, il y a eu une baisse de l'activité, d'accord, du chiffre d'affaires. Mais en fait, celui qui détient le capital, il s'en fiche de l'activité. Ce qui l'intéresse, c'est son niveau de profit. Alors, regarde ce qui s'est passé, explosion du taux de marge. Comment c'est possible ça? Eh bien, il y a une explication, c'est les aides publiques aux entreprises qu'on a versées. Et donc, majoritairement, ça a conduit à quoi? Ça veut dire que même s'il y avait de la crise, même si collectivement on en subissait les conséquences, pendant ce temps-là, les profits des entreprises n'ont jamais été aussi élevés. Et ils sont en fait garantis par l'État, de toute façon. Donc, en fait, l'argent public n'a pas servi à maintenir l'activité ou. En partie, si, on ne peut pas dire ça. Ça sert quand même beaucoup plus à améliorer la rentabilité des entreprises. Ah ben, la conséquence, c'est ça. Mais ce qui est sûr, c'est que sans aide publique, il faut être honnête, il y aurait eu des faillites claires. Mais là, on a été à un niveau inverse beaucoup trop important. On pourrait dire, mais attendez, est-ce que c'est normal que grâce à l'argent public, il y ait une explosion des taux de profit? On pourrait se dire, Bruno Le Maire va dire, le taux de profit, c'est très bien, c'est ce qui permet l'investissement. Ah bon? En fait, quand on regarde, il n'y a pas eu d'augmentation d'investissement autant. Qu'est-ce qui a augmenté du coup? Puisque les dividendes, c'est une part des profits, ben, j'en reviens ici, c'est exactement ça qui s'est passé. Avec l'argent public, on a fait exploser les versements de dividendes. Parce qu'on n'a aucun contrôle en fait de l'argent qu'on donne, ils en font ce qu'ils veulent. Exactement. Et oui, et donc c'est pour ça qu'on a un vrai problème, mais qui est structurel, ça veut dire que ça ne date pas de la crise. Ce qui se passe depuis une trentaine d'années, c'est l'explosion des aides publiques aux entreprises. Ça passe par deux canaux. La baisse des impôts d'un côté, donc je vous ai mis à gauche, ça c'est les niveaux d'impôts sur les sociétés dans les économies de l'OCDE, donc dans les grandes économies mondiales, et on voit que la trajectoire est la même partout. C'est une chute de l'impôt sur les sociétés, une concurrence fiscale entre tous les pays. Et ça va conduire, vous savez, il y a une discussion en ce moment autour d'un taux minimal à 15%, d'accord, pour taxer normalement Google, Amazon, etc. Et ce qui risque de se passer, c'est que ce taux qui est censé être minimal devienne le taux maximal pour tout le monde. Et qu'on devienne tous des paradis fiscaux. Et ce qui est sûr, c'est que si on est tous des paradis fiscaux, il n'y a plus de paradis fiscaux. Et je pense que c'est vers ça qu'on se dirige, si on n'est pas précautionneux là-dessus. L'autre élément qui est très important en France, c'est, vous voyez le graphique à droite, les exonérations de cotisations. Ça a été l'arme massue utilisée à partir des années 90. Et puis une fois qu'on commence, une fois que c'est bon, on ne s'arrête plus, quoi. Donc, vous voyez qu'au début, il y a à peu près 2% de l'ensemble des cotisations qui sont exonérées. Et aujourd'hui, on est à 9% de l'ensemble de nos cotisations. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de trou de la Sécu, puisqu'on se prive de recettes? Dans les années 90, il n'y avait que 2% des cotisations salariales patronales exonérées. Que le patron ne paye pas, finalement. Donc, c'était multiplié par 5 en 20 ans. Un peu moins que ça, mais en tout cas, oui, c'est ça l'idée. On diminue. Alors, la stratégie, c'était quoi? De diminuer le fameux coût du travail, dont on nous rabâche les oreilles depuis 30 ans. Et, évidemment, le patronat et les gouvernements ne sont pas complètement stupides. Ils savaient que s'ils diminuaient le salaire net, il y aurait une révolte immédiate. Donc, ils ont trouvé ce subterfuge-là, qui est de passer par la partie brute du salaire, nos cotisations, qui restent du salaire, hein, qui finance l'ensemble de notre sécurité sociale. Et c'est comme ça, en fait, qu'on détruit nos collectifs, petit à petit. On grignote de plus en plus sur la part brute des salaires, en faisant miroiter des augmentations de salaire net. Ça, c'est l'habileté de Macron aussi. C'est de dire, et d'ailleurs, c'est ce que disent tous les candidats de droite aujourd'hui, puisque personne ne comprend rien au salaire brut, puisque personne ne comprend rien au financement de la Sécu. Et nous, c'est ça qu'on essaie de corriger à la CGT, c'est de faire comprendre la feuille de paye, faire comprendre ce que c'est la partie brute du salaire, rappeler que c'est notre salaire collectif, socialisé. Et bien du coup, c'est ça qui se passe, quoi. Et donc, le patronat a trouvé la meilleure arme pour moins payer le travail, pris globalement, et donc du coup, pour augmenter la part des profits. C'est Xavier Bertrand qui a proposé là, c'est l'objectif, c'était de diminuer l'écart entre le salaire brut justement et le salaire net. Lui, il voulait carrément mettre fin, je ne sais plus combien de cotisations, il voulait un choc, comme d'habitude, ils disent toujours un choc. Alors, soit c'est un choc de simplification, soit c'est un choc de compétitivité. Lui, il voulait un choc d'exonération, mais en fait, ils sont arrivés à un niveau tellement absurde que ça devient risible. Au moment où Jean Castex annonce son plan pour les jeunes, l'apprentissage. C'était donc il y a 1 an, je crois, un truc comme ça. Il explique, du coup, on va diminuer les cotisations jusqu'à je ne sais plus combien pour l'embauche des jeunes. Ce à quoi un de ses conseillers lui a dit, mais M. Castex, on ne peut plus.
les cotisations sont déjà de 0 jusqu'à 1,6 SMIC. Sachant que quand on recrute un apprenti ou un jeune, c'est là rarement au-dessus d'1,6 SMIC. Parce que c'est souvent des gens qui n'ont pas encore les qualifs, les qualifications, etc. Donc il a dit, attendez, finalement, on va créer une subvention directe pour l'embauche des jeunes. Ça veut dire qu'en fait, ça s'appelle un taux de cotisation négatif. Non seulement on ne paye pas, mais en plus, on a de l'argent pour pouvoir embaucher. Ça, c'est merveilleux. Le patron est payé pour embaucher. Exactement, mais d'ailleurs, c'est ce qui se passe de plus en plus, et c'est l'avenir que nous prépare le gouvernement. La logique du revenu universel d'activité, c'est que, par exemple, si demain ça existe, on donne un minimum garanti à tout le monde, et puis on va travailler quelques heures par-ci, quelques heures par-là, et ce qui fait que le patron, concrètement, n'est responsable que de ces heures-là. Donc c'est nous, collectivement, via les aides sociales, qui allons financer une partie, en fait, des revenus des travailleurs et des travailleurs. Ça, c'est une partie de l'avenir qu'on nous réserve, évidemment, on se battra contre. Les aides publiques aux entreprises, donc, en période de croisière, j'ai mis des guillemets à croisière, parce qu'évidemment, c'est plutôt un paquebot qui se dirige vers un iceberg, on est tous en train de le regarder en se disant qu'est-ce qu'on va faire, c'est 150 milliards d'euros par an. Alors évidemment, les milliards, les millions, etc., on s'y perd, ça représente 2 fois le budget de l'éducation nationale par an. 2 fois le budget de tous les professeurs, les investissements. De l'éducation nationale. C'est immense. C'est 50 fois ce qu'on a économisé avec la réforme de l'assurance chômage, 3 milliards, soi-disant pour des raisons budgétaires. On dépense 50 fois plus en aide publique aux entreprises tous les ans. C'est 125 fois plus que ce qui est économisé sur la réforme des APL, les 5 € qu'on a pris à ceux qui n'ont déjà pas grand-chose. On a économisé 1,1 milliard, mais on dépense 125 fois plus chaque année en aide publique aux entreprises. Mais ça, c'est en régime de croisière, hors crise. Il faut rajouter 82 milliards d'euros pour les aides d'urgence. Il faut rajouter les 100 milliards, même si ce n'est pas 100 milliards, du plan de relance, donc les 10 milliards de baisse d'impôts de production. Il faut rajouter le fameux projet France 2030 de Macron, qui vient d'annoncer en grande pompe il y a quelques jours, il y a quelques mois, puis il y a une commission, enfin bref, il y a toujours des commissions. Et l'idée, et là, il faut nous expliquer qu'on n'aurait pas les moyens. Je pense que tout le monde commence à voir que c'est des choix politiques qui sont faits. Et donc, du coup, le choix qui est fait pour l'instant, c'est de créer, moi, ce que j'appelle un nouveau statut du capital. C'est-à-dire qu'on garantit un niveau de rémunération des profits, quoi qu'il en coûte. C'est ça le quoi qu'il en coûte en vérité. Et là, on a un problème majeur. C'est que tout cet argent qu'on ne prend plus, évidemment, on n'a plus les moyens de financer ce qu'on veut. Donc, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de ce qu'on décide de faire avec l'argent public. Et à mon avis, ça, c'est un véritable enjeu pour la suite. Un profit garanti, finalement, c'est dans ça qu'on vit aujourd'hui. C'est de donner les clés de la BCE aux plus riches déjà, c'est leur dire vous avez un profit garanti, vous investissez comme vous voulez, et de toute façon, vous serez tout le temps gagnant. Alors, même pas de la BCE, parce que la BCE, c'est encore autre chose. Créer la monnaie, mais ce n'est pas la BCE qui décide d'investir, entre guillemets. Ça, c'est l'État. En fait, on donne les clés, mais on ne donne pas les clés. On leur donne de l'argent public, on fait de la dépense publique. En tout cas, on leur dit, on va moins vous prélever, on va moins prendre, sans aucune contrepartie. Vous imaginez si on faisait ça avec le chômage? On dirait à chaque chômeuse et à chaque chômeur, écoute, voilà, on te donne tout ce que tu veux. Et puis, vu qu'on ne veut pas te stresser dans ta recherche d'emploi, et du coup, aucune contrepartie ne t'est demandée. Je crois que c'est le rêve de n'importe quel privé d'emploi, ça. Vous imaginez les bénéficiaires du RSA? Pour chaque centime d'euro, on va chercher, voir s'ils ont fait, alors je ne sais pas comment les termes administratifs convenus aujourd'hui, une démarche active d'insertion ou de recherche d'emploi, ce que tu veux. Pour les entreprises, c'est, attendez, on vous donne et puis vous en faites ce que vous voulez. Elles en font ce qu'elles veulent. Ça veut dire que les actionnaires font ce qu'ils veulent, ils se versent eux-mêmes de l'argent. Et là, il y a un scandale majeur. C'est notre travail, tout ça. Et c'est un vrai, je crois, quelque chose qui mérite, à mon avis, qu'on s'agace à minima et puis qu'on lutte ensuite. Mais bon, c'est autre chose. On pourrait, par exemple, si on reste sur le terrain fiscal, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne pense pas que l'outil fiscal soit le seul outil qui fait. Je ne pense pas qu'il faille corriger le capitalisme ou les dérives du capitalisme. Je pense qu'il faut dépasser ce système-là. Au moins, c'est clair, c'est dit, c'est enregistré. Il n'y aura pas de doute sur ce qu'on porte et ce qui est dit. Mais on pourrait très bien se dire, au moins du point de vue argumentaire, qu'on pourrait créer un impôt spécifique sur les entreprises d'une certaine taille, les plus grandes évidemment, dont les bénéfices ont augmenté en 2020 et qui ont versé beaucoup de dividendes, par exemple, pour répartir, du coup, pour faire en sorte que les gagnants de la crise, du côté des entreprises, participent effectivement à l'effort collectif. Et là, on est obligé, évidemment, de prendre les entreprises, les petites et les grandes, différemment. On sait très bien que les artisans, aujourd'hui, ont eu des difficultés. Il n'y a pas de doute. On sait bien qu'un salon de coiffure avec 2 salariés, ce n'est pas la même chose que Sanofi. Vous voyez, Sanofi a versé des dividendes juteux. Grâce à quoi? L'argent public. On les remercie pour quel vaccin aujourd'hui? Aucun.
Donc, c'est bien qu'il y aurait peut-être matière à changer la stratégie, la façon dont Sanofi fonctionne aujourd'hui. Peu importe, je ferme la parenthèse. Tout ça, ça s'inscrit dans une question fiscale beaucoup plus large. J'ai rappelé que la hausse de la dette publique à partir des années 80, c'est d'abord parce qu'on s'est privé progressivement de recettes. Et bien, c'est ça qu'il faut remettre en cause. Il faut qu'on remette au bout du jour la question des recettes fiscales, les cotisations, l'impôt bien sûr, et surtout qu'on en finisse avec les niches fiscales telles qu'elles existent, les niches sociales, exode de cotisations. Alors, il y a tout un paquet de subterfuges, les exemptions d'assiettes pour pas, voilà, que cette partie-là ne soit pas recouvrée normalement, etc. Donc, ces 150 milliards d'euros par an, à mon avis, c'est là où on peut se dire, s'il n'y a pas les moyens avec ça, je ne vois pas très bien où on va les trouver. Et puis, il y a plus encore. Si on nous dit, bon, ça ne suffit pas, il faut un autre régime, ce qu'on pense, l'objectif, c'est de sortir de la logique marchande. On a mis sous la coupe des marchés financiers nos finances publiques en disant, théoriquement, que ce serait plus efficace parce que l'État dépense toujours n'importe comment. C'était ça l'idée. Le privé est plus efficace et donc, du coup, il faut absolument limiter les dépenses publiques, moins efficaces, trop dispendieux, etc. Et comment on va faire? Et bien, du coup, on va mettre ça sous la discipline des marchés financiers qui, grâce au jeu des taux d'intérêt, très élevés dans les années 90, rappelez-vous, vont limiter la capacité collective, la nôtre, à dépenser. Maintenant, on pense qu'il faut évidemment sortir de ça. Sortir la dépense publique de la logique marchande, ça peut paraître très ambitieux, et il ne faut pas se le cacher, ça demande un niveau élevé de rapport de force. Ça ne se gagne pas comme ça, mais rien ne se gagne comme ça. Mais c'est bien de l'avoir en tête. Et on peut surtout s'appuyer sur un précédent historique, qui est l'expérience du circuit du Trésor. Alors ça, on n'apprend jamais ça à l'école, et pourtant c'est extrêmement intéressant. Et l'idée, ce n'est pas de repasser les plats de l'histoire, de refaire exactement comme c'était après la guerre, mais je vous rappelle quand même, pour celles et ceux qui sont dubitatifs, que la sécurité sociale qu'on défend aujourd'hui, c'est aussi un conquis post-guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale. Donc, parfois, les choses un peu anciennes ont du bon. Pas toutes, je ne donnerai pas de nom, mais peu importe. Donc, le circuit du Trésor, qu'est-ce que c'est? Le Trésor, c'était, pour simplifier, le banquier de l'État. Il y avait une espèce de banquier, comme ça, d'accord, qui collectait pour le compte des administrations publiques. Alors, en fait, il y avait tout un ensemble d'institutions financières, la Caisse des dépôts, qui existe encore aujourd'hui, les caisses d'épargne, qui étaient publiques, je crois qu'on l'oublie un peu trop vite, le Crédit Agricole, qui était aussi public, vous voyez. Et en fait, en vérité, quand on regarde l'ensemble, il y a plus de 50% des dépôts de compte courant, c'est des dépôts, quand j'ai mon salaire, il tombe sur mon compte courant, c'est un dépôt, ce qu'on met sur notre livret A, etc., étaient gérés par des organismes publics. Ça veut dire que l'épargne, et tout en fait, une grande partie de ce qu'on possédait collectivement, transitait par des organismes publics. Ça, c'est à mon avis quelque chose qu'il faut avoir en tête. Banque publique, ça change beaucoup de choses. L'autre effet, l'autre élément, ça paraît un peu technique, mais ça ne l'est pas, c'était ce qu'on appelait le plancher des faits publics. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Concrètement, ça voulait dire que le Trésor public forçait les banques, même privées, à détenir de la dette publique. On ne leur posait pas la question. C'était par administrativement, on leur disait, l'État vous demande de détenir tant de dette publique, et en plus, c'est l'État qui fixait lui-même les taux d'intérêt. Vous vous rendez compte comment on a inversé la logique? Ce n'est pas l'État qui était dépendant du système bancaire et financier. C'est l'État, en fait, qui dominait largement le système bancaire et financier. Alors, attention, ce n'était pas le paradis, cette époque-là. Ce n'était pas parfait. C'était extrêmement bureaucratique, technocratique. Il y avait évidemment des intérêts quand même privés qui étaient très forts, etc. Mais c'est pour avoir en tête l'idée que ça a existé, ça. Et plus impressionnant encore, la Banque de France pouvait prêter directement au Trésor. Ça s'appelle monétiser la dette. La Banque de France avait la capacité, quand il y avait des besoins importants à un moment donné, de prêter tout de suite au Trésor public pour pouvoir faire les dépenses nécessaires. Ça, c'est interdit aujourd'hui. Via les traités européens, la Banque centrale européenne n'a pas le droit d'acheter directement la dette publique. Alors, par quel subterfuge on s'en sort aujourd'hui? En fait, la Banque centrale européenne achète sur ce qu'on appelle le marché secondaire, le marché de l'ancien, de l'occasion, une fois que les banques ont elles-mêmes acheté des dettes publiques. Donc, on passe par les banques privées. Les banques privées revendent avec une marge. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'elles ont l'obligation d'en détenir une partie. En fait, on est dans un système extrêmement compliqué et qui marche un peu sur la tête d'ailleurs, pour faire en sorte de garder le caractère privé du système bancaire et financier. Et évidemment, on ne pourra pas changer la façon dont ça fonctionne sans socialiser au moins une partie du système bancaire. Il faut l'assumer, ça. Je pense qu'il faut être clair dans ce qu'on dit. Donc ça pourrait être par exemple quelque chose, un pôle financier public, qui regrouperait les grandes institutions avec des niveaux de hiérarchie, etc. La Banque de France, la Caisse des dépôts, la Banque publique d'investissement. J'aurais beaucoup de choses à dire sur les activités de la Banque publique d'investissement et à quel point ça ne sert à rien, mais ça c'est autre chose. Et toutes les institutions financières publiques, chargées par exemple de financer les grands projets. L'idée, ce n'est pas de financer n'importe quoi, c'est de financer
des grands projets qu'on décide collectivement pour l'avenir, transport, etc. Mais c'est ça, mais évidemment. Mais de toute façon, je crois qu'il faut qu'on ait ça clairement en tête. Qu'on change ou pas de régime économique, le régime climatique, lui, changera. Et moins vite on fera ce changement radical dans la politique économique, plus vite viendra la crise. Elle est déjà là. Ça, on n'est plus il y a 30 ans, c'est plus de l'avenir. Peut-être qu'il y aura une crise climatique, on le sait qu'il y en aura une. Et maintenant, on sait même que dans le meilleur des cas, on n'arrivera même pas à diminuer, enfin, à faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de degrés. C'est même déjà presque acquis, ça. Donc là, maintenant, l'iceberg, il n'est plus très loin du tout. Et la question, c'est comment on fait pour limiter l'ampleur des dégâts, comment on fait pour s'en sortir collectivement, c'est ça la question. Sans planification, je ne vois pas. Et alors, celles et ceux qui nous expliquent que grâce au marché, grâce à la taxe carbone, on va s'en sortir, ils vont nous expliquer comment ça fonctionne. Ça n'a aucun sens. Soit on planifie, on décide collectivement, soit il n'y a pas de salut. C'est aussi simple que ça. Actuellement, le marché permet juste du tarif de construire des bunkers sur des îles pour eux survivre. Parce que il sert à ça, ou alors il sert à faire la crise des gilets jaunes. Il sert à ça le marché. Ah oui, le taxe carbone, c'était ça. Hein. Et puis je vous rappelle en ce moment que ce qui augmente le plus vite, c'est la moitié de l'inflation qui est expliquée par ça, c'est l'énergie. Donc je pense que le gouvernement a raison d'avoir peur. Parce qu'il y a les luttes ne vont pas disparaître, et certainement pas les nôtres à la CGT. Nous, on va continuer à se battre pour les salaires, pour le pouvoir d'achat, etc. Et je pense qu'ils sont nombreux et elles sont nombreuses, celles et ceux qui considèrent que ça suffit maintenant. Qu'ils et elles ont beaucoup donné, quoi. À mon avis, je pense qu'il faut que le gouvernement prenne ça au sérieux, du moins, j'espère pour lui, on verra bien pour la suite. Donc vous voyez qu'avec ça, on passe d'une logique de comment on trouve les moyens à en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ces moyens? C'est ça l'idée. C'est qu'en fait, on n'a pas de problème pour trouver de l'argent aujourd'hui. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire. En tout cas, certains, puisqu'ils n'ont pas de vision de long terme, puisqu'ils n'ont pas la vision du travail, de celles et ceux qui, elles, ont des idées, allez demander aux infirmières, aux aides-soignantes, si elles ne savent pas ce qu'il faut faire dans leur hôpital. Elles ont beaucoup d'idées. Des embauches, d'organisation de services, comment répondre aux besoins des patients. Allez demander à l'université s'il n'y a pas des besoins, les amphibondés, etc. Allez demander dans l'énergie s'il n'y a pas des idées. Je peux vous garantir que les travailleuses et les travailleurs de l'énergie, notamment la CGT, ont beaucoup d'idées. Allez demander dans la chimie, allez demander partout. Il y a des idées partout. On sait quoi faire, nous. Hein. On a un plan. Eh oui. D'investissement sur le territoire, ne serait-ce que les lignes ferroviaires. Mais transport qui est quand même beaucoup moins. Mais la CGT, elle a toujours été cohérente là-dessus. Elle n'a jamais demandé des augmentations de salaire comme ça. Elle a toujours dit il faut des hausses de salaire, mais il faut aussi une baisse du temps de travail et il faut aussi une réorganisation du système économique. Tout ça va ensemble. Hein. C'est pas on garde l'existant et puis nous, on prend des morceaux. On veut changer la façon dont ça fonctionne, étendre les services publics, etc. Donc l'idée, c'est qu'on passe d'une vision qui est celle actuelle d'assurance du capital, parce que ça sert à ça la dépense publique. On assure le capital et ses revenus. C'est ça qu'on fait en ce moment. Est-ce que c'est normal que notre bien collectif, que la dépense publique serve à assurer le capital? Je ne suis pas certain. Ça devrait être même pour imposer une autre logique, pour conditionner les aides publiques, pour dire, ben voilà, vous bénéficiez de temps, voilà le nombre d'emplois qu'on voudrait voir, voilà ce qu'on voudrait, c'est une négociation sur le temps de travail, on voudrait une négociation sur les salaires, ben voilà. Il faut des conditions strictes, emploi, salaire, temps de travail, et évidemment, investissement sur la décarbonation. Et ce qu'il faut, dans la logique même du pôle financier public, c'est que ça serve une vision stratégique de la puissance publique et de notre puissance collective. Si on a un pôle financier public pour financer les entreprises telles qu'elles fonctionnent, parce qu'on va simplement financer, c'est la même logique, c'est les dividendes. Et ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, c'est une question de rapport de force et ça implique de renouer avec une logique de planification sociale et environnementale, à mon avis. Conclusion. La question de la dette, c'est évidemment un enjeu de lutte. Ça paraît très technique. Ça paraît, on se dit, bon, il va falloir rembourser, c'est des courbes, etc. Bon. En creux, la question, c'est toujours qu'est-ce qu'on dépense, comment on le finance et pourquoi faire. C'est pas plus compliqué que ça, évidemment. C'est plus compliqué toujours, mais l'idée centrale est celle-là. Pour l'instant, on dépense sans compter, quoi qu'il en coûte, pour maintenir le statu quo, pour revenir le plus vite possible au monde d'avant. Et on en veut de ce monde d'avant, je ne crois pas, du moins pas à la CGT. Ce qu'on veut, nous, c'est changer radicalement la création et la répartition des richesses. Et donc, ces argumentaires-là, j'espère, vous permettront d'en finir avec l'idée, alors c'était en 1 heure, c'est un peu rapide, on n'a pas les moyens, on a les moyens. Mais évidemment, est-ce qu'on a le rapport de force? Ça, c'est autre chose. Et ça, c'est l'enjeu de la lutte syndicale. Ça, ce n'est pas la même question. Mais reste la question majeure. Qu'est-ce qu'on finance pour répondre à quels besoins? Et là, évidemment, il n'y a que la discussion démocratique qui permettra de définir ça. Qu'est-ce qu'on veut pour notre vie économique, concrètement? Et pour l'instant, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas nous qui prenons la décision. Dans les entreprises, on ne nous demande pas notre avis. Des décisions sont prises contre nous, d'ailleurs, souvent. Donc,
avoir les idées claires sur la dette, sur le déficit. On a produit, je ne sais pas si tu pourras mettre sur Facebook le site du revendicatif confédéral, on a produit des fiches pédagogiques pour expliquer ce que c'est la dette, qui la détient, est-ce que c'est un fardeau pour nos enfants, des fiches simples en 2 pages, et puis on a produit une note qui reprend un peu ce que je viens de vous dire là, sur qu'est-ce qu'on fait maintenant de la dette Covid, est-ce qu'on a un problème. Et donc avec tous ces éléments-là, normalement, on est équipé pour pouvoir faire face aux arguments qui vont nous être opposés. Donc à court terme, je rappelle, il n'y a pas de problème. Les taux d'intérêt sont faibles, elles seront encore relativement durablement. À court terme, ensuite, on peut s'attaquer au coût du capital et aux aides publiques aux entreprises sans contrepartie. Voilà 2 leviers pour jouer, notamment sur le levier fiscal, mais aussi sur le levier du contrôle de la dépense publique. Et à moyen long terme, c'est le pôle financier public qu'on porte. Retrouver la logique des services publics, c'est très important, pas seulement dans l'énergie, pas seulement dans les transports, mais aussi dans nos affaires financières. Et c'est loin d'être une utopie, puisque ça se base sur des choses qui ont largement existé auparavant. Voilà, j'espère que c'était assez clair, 1 heure pile, et que voilà, que c'était et que ça donne envie de poursuivre la discussion. En tout cas, c'est mon souhait.